Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle édition de la rédaction du 15h. Voici tout de suite les titres de ce lundi 21 décembre. Le président de la République a reçu ce matin une délégation chinoise conduite par le ministre des Affaires étrangères et celui des Finances. Et le premier anniversaire de l'assurance maladie universelle a été célébré ce matin au Palais du Peuple sous la houlette du ministre du Travail. Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti. Le président de la République, Ismaïl Omar Guelleh, a reçu aujourd'hui au palais présidentiel le conseiller du président chinois Xi Jinping en matière des industries et du commerce, Justin Yi Fulin. Plusieurs présidents africains ont désiré avoir des idées ainsi que des conseillers pour développer leur pays. En effet, Djibouti n'est pas en reste. Le président de la République a voulu avoir l'expertise et les conseils de cet éminent homme d'affaires chinois, M. Justin Yi Fulin. M. Lin est un professeur et doyen honoraire de l'École nationale de développement à l'Université de Pékin, conseiller au Conseil d'État et vice-président de la Fédération chinoise des industries et du commerce. Il était le vice-président et économiste en chef de la Banque mondiale de 2008 à 2012. Avant de rejoindre la banque, Lin a servi pendant 15 ans en tant que directeur fondateur et professeur du Centre chinois de recherche économique à l'Université de Pékin. Et il est l'auteur d'environ 24 livres parlant de l'économie et de l'industrie. Il a siégé à plusieurs comités nationaux et internationaux, grands groupes et des conseils sur la politique de développement, la technologie et de l'environnement. Dans une réaction faite à cette occasion, le conseiller du président chinois Xi Jinping à la matière des industries et du commerce, M. Justin Yi Fulin, a remercié le président de la République de l'accueil chaleureux qui lui a été réservé. Il a ensuite souligné le développement incroyable que Djibouti a connu en cours de ces dernières années. Elle a construit, a-t-il dit, sous peu de temps, plusieurs infrastructures permettant de piliers pour l'économie nationale. Et moi, a-t-il dit, je conseillerais le président de la République à ce qu'il puisse poursuivre ce rythme-là et nous allons voir le résultat, a-t-il clos son intervention. Dans leur côté, le ministre de l'économie et des finances, Ilyas Moussaoudawalé, et son homologue, le ministre des Affaires étrangères, collègue plutôt, Mohamed Ali Youssouf, nous ont indiqué que Djibouti a fortement besoin de l'expertise de ce grand homme de la Chine. On les écoute tour à tour. D'économie, ancien vice-président de la Banque mondiale, expert international en matière de conseil. Nous sommes dans une phase où la République de Djibouti a franchi un nouveau palier dans ses relations avec la Chine. Au-delà de ce partenariat stratégique, il y a beaucoup d'investissements qui vont bientôt venir à Djibouti. Non seulement dans les infrastructures, mais nous souhaitons maintenant développer des zones industrielles. Vous savez que la création d'emplois se réalise dans les entreprises qui produisent les manufactures et autres petites et moyennes industries. Il est important que notre économie puisse se diversifier. On ne peut pas continuer à développer l'économie de notre pays en se basant uniquement sur le secteur des services. Il est impératif d'avoir un secteur manufacturier qui commence à prendre son essor très rapidement. Pour cela, d'abord, il faut créer, je dirais, une zone qui permettent à des investisseurs de venir s'installer dans cette zone. Des investisseurs qui créent ces petites et moyennes entreprises, industries, et qui sont génératrices d'emplois. Je crois qu'il y a des expériences sur le continent africain dont on peut s'inspirer. L'Éthiopie est un exemple vraiment qui a réussi. C'est un exemple à partir duquel on peut développer notre propre expérience. Le Rwanda également est en train de réussir dans ce domaine, le Sénégal aussi. Donc l'idée aujourd'hui, c'est de s'appuyer sur le savoir-faire de ces personnalités éminentes pour pouvoir justement commencer à développer cette zone économique industrielle à Djibouti. On peut commencer par 1 km² avec une vingtaine d'entreprises de manufacture. À partir de là, créer des milliers d'emplois sera très facile pour notre jeunesse aujourd'hui qui a besoin d'emplois. Le deuxième élément qui est très important, nous avons des avantages comparatifs par rapport aux autres pays. Nous sommes un pays qui est très bien situé. Nous sommes un pays dont les infrastructures portuaires et logistiques sont en train de se développer rapidement. Notre pays également a des infrastructures de communication de premier plan. Et à partir de là, il nous appartient maintenant de bâtir sur ces avantages comparatifs
une, je dirais, activité industrielle qui puisse être génératrice d'emplois. Et c'est ça l'objectif, et c'est pour ça que M. Justin Yeffouli a été invité à Djibouti par le chef de l'État afin de pouvoir partager avec nous son expérience, l'expérience de la Chine, et l'expérience aussi des pays africains qu'il a visités et avec lesquels il a beaucoup travaillé. Là est l'enjeu et le défi majeur pour notre économie dans les années à venir, là où va se concentrer notre politique de développement également très prochainement. Et le président de la République, son Excellence Ismaïl Omar Guelleh, a adressé hier dimanche un message de félicitations au roi du royaume de Bahreïn, Sa Majesté Hamad bin Issa Al Khalifa, dont le pays célèbre ces jours-ci l'anniversaire de sa fête nationale. Dans son message, le président de la République a formé de vœux de santé et de bonheur au roi Hamad bin Issa Al Khalifa, ainsi que ceux davantage de développement, de prospérité et d'épanouissement au peuple frère et ami du Bahreïn. Le président Guelleh a également saisi l'occasion de ce message pour réitérer au roi du Bahreïn, encore une fois, sa disponibilité ainsi que celle du peuple et du gouvernement de Djibouti pour promouvoir et développer davantage les liens d'amitié et de coopération entre les deux nations sœurs. Des messages similaires ont respectivement été envoyés aussi ces derniers jours au président du Kenya, son Excellence Uhuru Kenyatta, et au président du Kazakhstan, son Excellence Nursultan Nazarbayev. Autre actualité nationale dans cette édition, c'est le diplomate de la République du Soudan, Hussein Al-Amin Al-Fadel, qui a été reçu ce matin par le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed. En 2012, et cette visite d'adieu marquait la fin de 3 ans de service de l'ambassadeur de Djibouti. Sa mission à Djibouti a été qualifiée par le Premier ministre de forte et fructueuse. Le Premier ministre a vivement remercié l'ambassadeur pour son immense travail accompli et pour la consolidation des nations entre les deux pays. Il a souligné l'excellence des relations bilatérales entre les deux pays et il a réaffirmé la volonté des autorités d'élargir la coopération djibouto-soudanaise. Pour sa part, l'ambassadeur a qualifié la coopération entre le Soudan et Djibouti, pays sœurs et des très bonnes pays frères de très bonnes et productives. Il a exprimé son souhait d'accentuer les relations économiques et d'étendre ainsi la coopération dans tous les domaines en plaidant pour un renforcement de relations entre ces deux pays. Il a exprimé également son regret de ne pas être présent lors de la cérémonie d'ouverture du futur hôpital militaire financé par l'État soudanais. Enfin, le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed a souhaité aux diplomates soudanais une bonne continuation et un très bon succès dans ses nouvelles missions au sein du cabinet du ministère des Affaires étrangères soudanais. L'entretien s'est terminé par la décoration du diplomate au rang du grade de chevalier de l'ordre national du 27 juin. Et avant de poursuivre notre journal, un communiqué du ministre de l'Intérieur vient de nous parvenir. Le ministre dit dans ce communiqué, au lieu d'Ibn Boros ce matin, dès les premières heures de la matinée, plusieurs dizaines d'individus armés se sont regroupés avant de lancer une offensive contre les forces de l'ordre, parmi lesquelles on dénombre 9 blessés, dont un officier, le lieutenant Aboubakar Mahmoud Adan, blessé par balle. Le ministre de l'Intérieur rappelle que ces manifestations font suite au refus par l'administration de l'organisation d'une manifestation religieuse orchestrée par des individus mal intentionnés et agissant sur instruction des parrains agissant à partir de l'étranger.
Ces opérations donc visent clairement à déstabiliser notre nation et semer les divisions au sein de la communauté nationale. Nous disons, a-t-il dit, tout aussi clairement que les institutions de la République de Djibouti feront face à ce défi et notre détermination à rétablir l'état de droit en quelque lieu qui soit. Les opérations de police qui sont suivies donc ont permis l'interpellation de quelques-uns de ces manifestants et l'identification de 7 personnes les ayant organisés. Ils seront traduits devant la justice pour répondre de leurs actes. Pour finir, le ministre invite donc les citoyens à la vigilance et à leur sens de devoir en dénonçant notamment les actes séditieux perpétrés dans leur voisinage. Fin du communiqué qui nous parvient à l'instant même que je vous parle du ministre de l'Intérieur, M. Hassan Omar Mohamed. Donc nous poursuivons notre journal dans cette édition du 15h également. C'est l'assurance maladie universelle qui a soufflé ce matin sa première bougie. C'est dans ce sens qu'un forum s'est tenu donc au Palais du Peuple. Ces débats et ces réflexions ont mis en exergue les applications de ces mesures qui s'inscrivent dans les droits sociaux de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Ce forum a clos une série d'activités de sensibilisation sur la portée de l'assurance maladie universelle qui permet à la grande majorité de la population djiboutienne bénéficier de soins. Cette cérémonie a été présidée par le ministre du Travail et de la Réforme de l'administration, Abdel Hussein Ahmed, et a vu la participation du ministre de la Santé, Dr Qasim Sarr Ousmane, des membres du gouvernement, de la directrice de la Caisse nationale de la Sécurité sociale, Mme Hana Farah Assoui. Le régime de l'assurance maladie universelle englobe aussi les plus démunis et les personnes les plus vulnérables qui bénéficieront d'un programme dit l'assistance sociale de santé, le PASS. Lors de ce forum, la directrice de la Caisse nationale de la Sécurité sociale, Mme Hana Farah Assoui, a fait un tour d'horizon sur les acquis et les perspectives de cette mesure de solidarité qui nécessite, a-t-elle dit, une suggestion des structures de santé, un accroissement du nombre de médecins, dont des spécialistes, ainsi que l'offre aux patients. Je vous propose également d'écouter les propos de la directrice de la Caisse nationale de la Sécurité sociale, Mme Hana Farah Assoui. Population et celle plus largement d'améliorer les conditions de vie des Djiboutiens et des Djiboutiennes. Face au coût élevé de la santé, à la faiblesse de l'offre de soins, au faible niveau des indicateurs de santé de notre pays, il a fallu innover, mettre en place un système permettant d'assurer un financement périn grâce, bien entendu, à la rationalisation des dépenses de santé. Il a fallu mutualiser les risques en mettant à contribution tous les acteurs, le gouvernement, les assurés et toute personne disposant d'un revenu tout en assurant la solidarité, socle de notre culture ancestrale. Il a fallu également, comme l'assurance maladie est un mécanisme par nature inflationniste, nous avons voulu généraliser le système du tiers payant. Nous avons voulu d'emblée cette généralisation pour lever la barrière à l'entrée au niveau de l'accès aux soins, parce que notre système vise tout d'abord à soulager les familles du coût exorbitant de la santé. De son côté, le ministre de la Santé, Dr Qasim Sarr Ousmane, a accueilli favorablement ces mesures de l'assurance maladie universelle. Je vous propose à présent de l'écouter également. Nous sommes aujourd'hui réunis pour commémorer les premiers anniversaires du lancement officiel de l'assurance maladie universelle, dont la finalité est de permettre une couverture médicale optimale au-delà du secteur formel habituellement couvert, d'intégrer les travailleurs indépendants, les secteurs informels et les groupes vulnérables. Cette vision de développement du système de santé national en sa composante cruciale, la couverture universelle des soins pour tous, s'inscrit dans une volonté sans cesse affichée par son Excellence, Monsieur le Président de la République, Ismaël Omar Guelleh, de réduire au maximum les inégalités d'accès aux soins.
Cette vision qui se définit comme un défi en cette période de crise mondiale évolue depuis un an vers une concrétisation à pas sûr. Le système d'assurance maladie est fondé sur le principe de solidarité nationale et du droit à l'accès à la santé pour tous. Ces axes fondamentaux impliquent, du moins en ce qui nous concerne, la disponibilité des prestations de soins et leur accessibilité physique et financière. Depuis 1977, la République de Djibouti a adhéré à la stratégie de la santé pour tous. Le ministre du Travail et de la Réforme de l'administration, M. Abdel Hussein Ahmed, a dans son intervention rappelé le bilan d'action sociale pour cette année. Il a également expliqué que l'AMU, l'assurance maladie universelle, répond à la nécessité d'offrir des meilleurs soins à la population djiboutienne. Écoutons également à ses propos. À l'occasion de ce forum qui, marquant le premier anniversaire du lancement de l'assurance maladie universelle, nous permet par la même occasion de mesurer le chemin parcouru, d'évaluer les avancées réalisées et donc finalement de faire le bilan d'une année d'action sociale où nous sommes demeurés au service et à l'écoute du citoyen. En effet, lancée le 21 décembre 2014, l'institution de l'assurance maladie universelle répond aux besoins, et à la nécessité d'offrir une couverture médicale de base à tous les citoyens. Ce dispositif est ainsi fondé sur un mécanisme institutionnel qui met en œuvre un principe de solidarité et la mutualisation des risques maladie. Est-il nécessaire de vous rappeler que l'assurance maladie universelle, AMU, comprend un régime d'assurance maladie obligatoire, AMO, qui est contributif, c'est-à-dire qu'il concerne les salariés du secteur, les salariés de l'État et du secteur privé, les travailleurs dits indépendants, que la directrice vous a parlé tout à l'heure, les retraités et les étudiants, et un programme d'assurance sociale de santé, PASS, qui lui couvre les personnes les plus démunies, appelées vulgairement les indigents. C'est donc ce programme d'assurance sociale de santé, cher au président de la République, qui est destiné à dispenser dans l'ensemble du pays des soins gratuits au profit de nos populations parmi les plus défavorisées. Mesdames et messieurs, comme vous le savez, sans les valeurs de solidarité, sans l'inclusion des plus vulnérables, une société ne peut prétendre à un développement équilibré, équitable et juste. Cette protection sociale étendue à tous, nous la devons à l'engagement de son Excellence le Président de la République, qui a mis, dès son premier mandat, cette préoccupation au cœur de l'agenda politique. Aujourd'hui, au terme de cette année écoulée, la couverture santé de notre population est devenue une réalité et les prestations qu'offre l'AMU sont désormais intégrées dans la vie quotidienne de tout un chacun. Et à la fin de cette cérémonie, des conventions ont été paraphées entre la Caisse nationale de la sécurité sociale et certaines structures de la santé de la capitale. En effet, la directrice de la CNSS, Mme Hana Farah Hassoué, a signé 3 conventions de partenariat avec le directeur de l'hôpital Pelletier, la directrice de Dar al-Hanan, ainsi qu'avec le directeur de l'hôpital de Balbala. Ces conventions de partenariat permettront sans nul doute aux patients de se rendre dans les différentes structures de santé afin de bénéficier des soins adéquats. Rappelons également que l'assurance maladie universelle initiée par le chef de l'État, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, a pour socle la solidarité, l'équité et la justice sociale. Elle permet aussi à un très grand nombre de Djiboutiens inscrits à la CNSS de se soigner à moindre coût.
Et avant de passer à l'actualité à l'étranger, ce communiqué qui nous parvient du ministre de l'Intérieur, au lieu dit Bouldoro, ce matin, dès les premières heures de la matinée, plusieurs dizaines d'individus armés se sont regroupés avant de lancer une offensive contre les forces de l'ordre, parmi lesquels on dénombre 9 blessés, dont un officier. Il s'agit du lieutenant Aboubakar Mahmoud Adam, blessé par balle. Le ministre de l'Intérieur rappelle que ces manifestations font suite au refus par l'administration de l'organisation d'une manifestation religieuse orchestrée par des individus mal intentionnés et agissant sur instruction des agissant à partir de l'étranger. Ces opérations visent clairement à déstabiliser notre nation et s'aimer les divisions au sein de la communauté nationale. Nous disons tous aussi clairement que les institutions de la République de Djibouti feront face à ce défi et notre détermination à rétablir l'état d'ordre en quelque lieu qu'il soit. Les opérations de police qui s'en est suivies ont permis d'interpeller quelques-uns de ces manifestants et l'identification de 7 personnes les ayant organisés. Ils seront traduits devant la justice pour répondre de leurs actes. Pour finir, le ministre de l'Intérieur invite les citoyens djiboutiens à la vigilance et à leur sens de devoir, en dénonçant notamment les actes séditieux perpétrés dans leur voisinage, où qu'ils s'assoient. Et de là, nous passons à l'actualité internationale. Et au Yémen, donc, dans la région, les protagonistes du conflit yéménite vont se retrouver de nouveau le 14 janvier prochain au terme d'un premier round pour parler sous l'égide de l'ONU qui s'est achevé hier en Suisse sur fond de violation persistante du cessez-le-feu. La trêve fragile qui doit expirer aujourd'hui, donc soir, sera reconduite pour une nouvelle période de 7 jours si elle est respectée par l'autre partie, bien sûr. Les pourparlers de paix qui se tenaient donc à huis clos depuis le 15 décembre dernier entre les représentants du gouvernement reconnu internationalement et les rebelles chiites houthis visent à tenter de mettre fin à près de 9 mois de guerre au Yémen. Il a appelé les protagonistes à faciliter l'acheminement de l'aide humanitaire dans les zones affectées par la guerre, citant notamment Taïs dans le sud-ouest, la 3e grande ville du Yémen, assiégée depuis plus de 3 mois par les rebelles chiites houthis et leurs alliés. Le médiateur a fait également état de progrès vers un cadre de négociation pour un règlement politique fondé notamment sur la résolution 2216 du Conseil de sécurité de l'ONU qui somme les rebelles de se retirer des frontières conquises depuis l'année dernière et de restituer les armes lourdes. C'est ce qu'a indiqué M. Merlafi pour sa part qu'une reconduction automatique de la trêve jusqu'à l'instauration d'un cessez-le-feu permanent était conditionnée à l'engagement des rebelles à appliquer la résolution 2216. Il a aussi exigé la libération notamment de 7 personnalités détenues par le Houthi, dont le ministre de la Défense. Et en Espagne, avant de clore ce journal, les vrais gagnants de ces législatives, ce sont les nouveaux venus sur la scène politique espagnole. Il s'agit de la gauche radicale de Podemos qui talonne le Parti socialiste avec 20,6% des voix. Son chef, Pablo Iglesias, a déjà exigé des mesures d'urgence sociale et une réforme constitutionnelle qui rendent notamment inaliénables les droits au logement, à la santé et à l'éducation. Un autre parti nouveau, Ciudadanos, libéral et de droit, obtient de son côté 14% de suffrages et 40 députés ainsi. Comme Podemos, il indiquait à maintes reprises qu'il ne soutiendrait aucune grande formation car elle incarne, a-t-il dit, la vieille politique. C'est tout pour ce journal de la rédaction. Restez avec nous, bougez pas. Tout de suite, c'est l'appel de la prière à l'Asr. Juste après, c'est les minutes du focus. Ferdouz Hussein m'a rejoint sur le plateau. Bonjour Ferdouz. Bienvenue sur ce plateau. Donc, nous allons parler dans ce focus du viol collectif en Inde, la libération d'un agresseur qui choque, bien sûr, l'Inde, mais aussi en dehors de l'Inde. Et nous allons revenir dans la page sport des 8 années que va encourir de suspension que va encourir Joseph Blatter.
ainsi que Michel Platini. D'accord, bonjour à tous. Et pour ce focus de l'après-midi, nous allons parler de l'histoire qui avait fait le tour du monde et a suscité l'indignation de la mort d'une étudiante en Inde victime d'un viol collectif dans un bus à New Delhi en 2012. Hier, l'un des auteurs de l'agression mineure au moment des faits est sorti de prison. Une libération qui a provoqué des manifestations dans tous les pays. L'homme, aujourd'hui âgé de 20 ans, a purgé sa peine. Un recours a été déposé pour prolonger sa détention sans succès. 4 autres hommes avaient été condamnés dans cette affaire pour avoir violé et frappé l'étudiante en médecine avant de la laisser morte. Âgée de 23 ans, elle avait succombé à ses blessures 2 semaines plus tard. Et en sport, comme tu l'as annoncé dans les titres, la FIFA, Michel Platini et Sepp Blatter ont été suspendus 8 ans de toute activité liée au football par la commission d'éthique la FIFA. L'affaire porte sur un paiement de 1,8 million d'euros effectué en 2011 par le président démissionnaire de la FIFA en faveur du président de l'UEFA. Les juges ont estimé que les 2 hommes ont abusé de leur position. Les charges de corruption n'ont toutefois pas été retenues contre Michel Platini et Sepp Blatter. En tout, les deux écopés d'une lourde amende. Et pour finir, toujours en sport, la jour du final, le Real contre le Rayo Vallecano. Voilà, le match 10-2 sous tension après sa défaite face au Villarreal 0-1. Lors de la précédente journée, les rumeurs sur un éventuel licenciement de Rafael Benitez. Le Real Madrid s'est donné une belle bouffée d'oxygène face au Rayo Vallecano. Hier, les merengues n'ont pas fait dans les détails. Ils se sont ainsi imposés 10-2. Il s'agit de la plus large victoire des Madrilènes cette saison au championnat et le Real Madrid n'avait plus inscrit au moins 10 buts depuis une victoire contre Lens en 1960, 11-2. Mené au score 1-2, le Real Madrid a profité d'une double supériorité numérique pour renverser la tendance. Bale inscrit un quadruplé, Benzema un triplé, Ronaldo un doublé et James Rodriguez a réussi 3 passes décisives, une première depuis Ozil en 2012 contre Grenade. Avec ce succès, Madrid revient provisoirement au classement à 2 points des 2 leaders, Barça qui contraint un match en raison de son sacre mondial des clubs et Atlético de Madrid qui peut prendre la tête du championnat dans cette soirée à l'issue de la 16e journée. Bravo aux Madrilènes alors, au Real Madrid. Pas tout à fait parce qu'il y a toujours le match, parce que le Barça est déjà tête du classement et après c'est l'Atlético. Bien sûr, ils sont 3e. Voilà. Mais ce soir tout peut changer parce qu'il y aura un match. Avec Barça, Barça va jouer. Non, l'Atlético. L'Atlético va jouer. D'accord, Ferdous. Merci beaucoup, Ferdous. On suivra de près ce match de l'Atlético ce soir. Merci également à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite à tous et à toutes partout, vous êtes sur Télé Djibouti, de passer des bons moments. Sachez que ce soir, c'est une nouvelle édition, bien sûr. Et à l'honneur ce soir, ce sera Nagat Fouad et Ahmed Humed. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain à partir de 11h de la matinée. Bye bye. Portez-vous bien.